Depuis le 24 juin 2022, l'avortement n'est plus un droit fédéral aux États-Unis, alors que plusieurs États ont déjà interdit l'IVG. Les révoltes et les contestations pleuvent à l'échelle internationale. En France, ce sont plus de 400 avocats qui appellent à inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution française pour protéger les droits des femmes. Et justement, parmi ces avocats engagés, nos deux chroniqueuses du mardi matin que vous connaissez, elles sont avec nous en studio, maître Karen Noblinski et maître Rachel Fleur Pardo. Bonjour mesdames. Bonjour Ilana. Et ravie de vous retrouver, toujours un plaisir de vous accueillir. Alors il n'aura fallu que 6 voix malheureusement pour bouleverser la vie de millions de femmes aux États-Unis. La Cour suprême américaine qui a révoqué ce matin, qui a révoqué pas ce matin mais le 24 juin dernier, le fameux arrêt Roe vs Wade de 1973. On le rappelle, en France, c'est en 1975 que le droit à l'avortement a été légalisé par Simone Veil notamment. Alors pourquoi cette tribune aujourd'hui, alors même que pour l'instant, eh bien, ce droit à l'IVG ne semble pas menacé dans notre pays, Karen? Alors, nous en parlions ici, Ilana, à votre micro, il y a près d'un mois, et nous le redoutions, et pourtant c'est arrivé. La décision de l'arrêt Roe versus Wade, elle a tiré la sonnette d'alarme sur la scène internationale. L'actualité internationale, elle nous prouve que les droits des femmes ne sont jamais véritablement acquis et sont encore fragilisés. Simone de Beauvoir nous le disait en 1949, et la triste réalité, c'est que c'est encore vrai aujourd'hui. Nous devons être vigilants avec les droits des femmes. Cette décision, elle nous rappelle aussi que les équilibres politiques, ils sont fragiles et que ce droit à disposer de son corps, le droit des femmes à l'avortement, il pourrait être menacé un jour. Alors oui, le droit à l'avortement en France, il n'est pas menacé. Mais nous n'aurions pas pu imaginer il y a quelques années ce qui s'est produit aux États-Unis la semaine dernière. Et nous ne souhaitons pas prendre des risques. Nous ne voulons pas, aujourd'hui, attendre qu'un droit soit menacé pour décider de le protéger. Nous n'aurions jamais imaginé cela et nous ne savons rien de ce qui attendra les prochaines générations. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il y a un consensus qui existe autour de cette question de l'avortement et qu'il faut saisir. Il faut inscrire le droit à l'avortement maintenant, tant qu'il en est encore possible, avant que ce droit puisse être un jour menacé et que les équilibres politiques ne soient plus sur ce consensus mais deviennent donc fragiles. Et ce serait un signal fort de la France, pays des droits de l'homme, que de décider de rendre ce droit un droit fondamental en l'inscrivant dans la norme suprême de la démocratie qui est la Constitution. Et oui, il faut anticiper, donc c'est ce que vous nous dites ce matin. Alors, un des problèmes, c'est aussi la méconnaissance de ces sujets par certaines jeunes femmes. Justement, Rachel Fleur, en France, on le sait, le délai légal pour pratiquer une interruption volontaire de grossesse, c'est 14 semaines. Mais beaucoup de jeunes filles ignorent finalement ce délai et le dépassent. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi peut-être que le gouvernement ou peut-être les responsables politiques s'investissent plus dans l'éducation sexuelle de nos jeunes? Oui, absolument. En fait, ce qui se passe en France, c'est qu'il existe aussi, même en France, même chez nous, des entraves à l'exercice effectif du droit à l'interruption volontaire de grossesse. Ces entraves, elles prennent plusieurs formes. Ça peut consister en l'utilisation des clauses de conscience, ça peut consister en la fermeture de centres qui pratiquent l'interruption volontaire de grossesse. Et ça passe aussi par la diffusion parfois de fausses informations. C'est pour ça notamment qu'en 2017, on a étendu le délit d'entrave à la diffusion de fausses informations sur Internet, parce qu'on s'est rendu compte que trop de femmes, encore aujourd'hui, ne savaient pas dans quelles conditions elles avaient la possibilité d'exercer ce droit. Et chaque année, ici, en France, il y a entre 3 000 et 5 000 femmes qui se trouvent privées de l'exercice de ce droit à l'interruption volontaire de grossesse et contraintes d'aller avorter ailleurs. Mais plus largement, la question de l'éducation sexuelle en France, des jeunes notamment, se pose. Depuis 2001, il y a une loi qui prévoyait que chaque année à l'école, on ait 3 cours d'éducation sexuelle par an. Cette loi, elle est largement inappliquée aujourd'hui et c'est regrettable et on ne peut que souhaiter que demain on ait de meilleures formations à l'éducation sexuelle de tous nos jeunes. Certains critiquent le fait qu'on réagisse finalement ici en France à chaud, de manière trop émotionnelle à cette interdiction de l'avortement aux États-Unis, alors même que plus proche de nous, en Europe, par exemple sur l'île de Malte, cette interdiction est en vigueur depuis longtemps, en Pologne également, dans de nombreux pays d'Afrique du Nord notamment, en Égypte également. Alors pourquoi cette indignation sélective justement que dénoncent certains, Karen? Alors effectivement, au sein de l'Union européenne, pourtant très proche de nous, il y a des femmes qui sont encore soumises à des restrictions sur le point du droit à l'avortement. C'est le cas de Malte qui est
un lieu où les femmes sont contraintes de 3 ans d'emprisonnement lorsqu'elles ont recours à l'avortement, même 4 pour les médecins qui ont recours. C'est aussi le cas en Pologne, ce qui pose des difficultés en ce moment. La Pologne qui accueille de nombreuses Ukrainiennes qui viennent justement pour pouvoir procéder à des avortements qui auraient pu être faits des cas de viol, desquels elles ont été victimes de soldats et qui s'y voient finalement opposer un refus. Alors pourquoi ça nous choque aujourd'hui ce qui se passe aux États-Unis? Parce que finalement l'histoire des droits fondamentaux c'est souvent perçu comme un progrès linéaire. Et on se rend compte que ce droit sexuel, il y fait l'exception. De tout temps, il y a eu des controverses politiques qui montrent sa fragilité et on a été sous le choc que de voir la première puissance mondiale mettre à mal ce droit. C'est une puissance qui est observée, qui est décryptée sur la scène internationale et finalement, aujourd'hui, on voit que cette décision, elle va à rebours de la politique menée dans des nations développées. Et je pense aussi qu'en France, ça nous alerte parce que ça fait suite aussi à une montée d'ultra-conservateurs, à une montée des extrêmes en France et qui inquiète sur la fragilité de ces droits dans les plus prochaines années. Oui, effectivement, en France, on a vu cette évolution lors des législatives aussi, notamment le poids du Rassemblement national désormais et des personnalités qui se sont prononcées très clairement auparavant contre l'avortement. Alors, vous souhaitez vous faire entrer l'IVG donc, dans la Constitution. Qu'est-ce que ça changerait concrètement donc, de faire entrer ce droit dans la Constitution française, Rachel Flore ? On ne change pas la Constitution comme on change une loi. Ce qu'on doit aux femmes françaises aujourd'hui, c'est de leur offrir les meilleures garanties que l'on ait, que ce droit à l'avortement, donc que le droit pour elles de librement disposer de leur corps ne soit pas demain remis en cause. Et la meilleure garantie que l'on ait dans notre système aujourd'hui, c'est de l'inscrire dans la Constitution. La génération de Gisèle Halimi et de Simone Veil s'est battue pour que nous ayons ce droit. Il nous revient à nous aujourd'hui, il est de notre responsabilité de nous battre pour le sanctuariser en l'inscrivant dans la Constitution française. Et comment, alors concrètement, une question, je pense que beaucoup d'auditeurs se posent, comment ça se passe pour faire entrer une loi dans la Constitution ? Il faut passer par un référendum, par exemple ? Alors, il y a 2 voies possibles. L'initiative, elle peut être faite par le président de la République sur proposition du Premier ministre, et dans ce cas-là, c'est un projet de révision, ou l'initiative, elle peut être faite par un parlementaire, et dans ce cas-là, c'est une proposition de révision. Dans les 2 cas, le texte doit être voté dans des termes identiques, tant par l'Assemblée nationale que le Sénat. C'est pour l'adoption, en fait, de la révision qu'il va y avoir 2 possibilités différentes. Si c'est une proposition de révision, elle sera obligatoirement soumise au référendum. En revanche, si c'est un projet de révision, soit le président de la République décide de soumettre ce projet au référendum, soit de réunir le Parlement en congrès, et dans ce cas-là, pour qu'il soit adopté, il faut réunir les 3/5 des suffrages exprimés. Ouais. Alors malgré tout, la perspective d'organiser un référendum sur ce sujet inquiète, y compris parmi les partisans d'une constitutionnalisation de l'IVG. On a entendu la militante Caroline Fourest, notamment chez nos confrères de France Inter, qui a dit redouter des manifestations qui rappelleront celles contre le mariage pour tous. Alors est-ce que vous comprenez, vous, ce point de vue, et n'est-ce pas ce qui peut réveiller la bête, entre guillemets ? J'entends ce point de vue, mais si ça nous fait peur aujourd'hui, qu'en sera-t-il demain ? Aujourd'hui, les équilibres politiques en présence permettent d'envisager la constitutionnalisation de ce droit. L'opinion publique, qui est elle-même largement favorable, la Fondation des femmes a réalisé un sondage et plus de 80% se dit favorable à l'inscription de ce droit dans la Constitution. Si on ne le fait pas aujourd'hui, on le fera quand ? C'est aujourd'hui qu'on peut le faire. Si on le fait, si on y pense seulement le jour où ce droit sera menacé, c'est-à-dire seulement le jour où il y aura une majorité d'anti-IVG au Parlement. Mais à ce moment-là, il sera trop tard. C'est pour ça que l'urgence, c'est d'inscrire ce droit, de le sanctuariser, alors qu'aujourd'hui, il n'est pas encore menacé. Cette proposition d'inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution fait suite, il y a quelques mois par ailleurs, à l'adoption par le Parlement de l'allongement du délai de l'IVG de 12 à 14 semaines. Donc on en parlait tout à l'heure, décision qui n'a pas fait l'unanimité à l'époque, notamment auprès de certains médecins comme le professeur Israël Nissan, qu'on connaît bien. Alors pourquoi la question de l'avortement reste-t-elle aussi controversée selon vous, Karen ? Alors la question de l'avortement, elle a été controversée sur la question, et vous l'avez mentionné, Ilana, de l'allongement du délai de 12 à 14 semaines. C'est un allongement qui a été critiqué notamment par le professeur Israël Nissan, qui considère que l'extension du délai, c'est une mauvaise nouvelle pour les femmes. Pourquoi ? Pour lui, plus une IVG est tardive, plus elle est dangereuse psychologiquement et pour la santé physique des femmes. Cette question du délai, elle est controversée parce que certains médecins considèrent qu'à 16 semaines d'aménorrhée, et donc à 14 semaines de grossesse, le fœtus mesure une certaine longueur
qui fait que la tête est ossifiée. D'après ces médecins, et notamment Israël Nivant, il faut justement augmenter en fait les moyens donnés aux hôpitaux, les moyens donnés aux médecins, tant dans l'accès que dans le délai pour y recourir. Pour eux, c'est une décision d'urgence. L'avortement, il faut y recourir dans les 5 jours, c'est ce qui est préconisé par Nizam, plutôt que d'allonger le délai, ce qui serait donc des interventions plus compliqué à réaliser. Et justement, il faut que les jeunes filles aussi soient au courant des délais et qu'elles soient mieux formées donc, à ce qui se passe. Alors, puisqu'on parle du droit des femmes, on va essayer d'étendre un petit peu le sujet. Vous êtes très actifs, vous, Karen et Rachel Flore, sur les violences faites aux femmes. On l'apprenait la semaine dernière, une enquête a été ouverte après le dépôt de 2 plaintes pour viol visant la secrétaire d'État Chrysoula Zakharopoulou, cette gynécologue de profession qui se voit reprocher par plusieurs patientes des gestes pratiqués sans leur consentement lors de consultations, donc notamment des pénétrations. Est-ce qu'on peut parler de viol dans ce cadre ? En application des dispositions de notre code pénal, on peut éventuellement parler de viol dans le cas notamment de l'insertion d'un spéculum ou de l'insertion d'une sonde qui peut arriver dans le cadre d'un examen gynécologique. Mais ce qui posera question dans ce cas-là, dans ce cadre de l'examen gynécologique, ça va être à la fois le consentement de la patiente à la réalisation de cet examen et l'intention criminelle sexuelle du médecin. Donc ça, c'est 2 éléments qui seront déterminants et qui pourront peut-être écarter la qualification de viol aujourd'hui. Mais plus largement, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on lève le voile sur des violences trop longtemps tapies dans l'ombre. Ce sont ces violences qui se passent dans l'enceinte d'un cabinet médical, parfois alors que le médecin peut avoir une forme d'ascendant, une posture d'autorité vis-à-vis de sa patiente. Et ces violences, on n'en parlait pas parce qu'en fait, c'est presque des violences du quotidien, c'est des violences tellement ordinaires, tellement courantes, que ça nous paraissait presque normal. Elles prennent plusieurs formes, ça peut être parfois des remarques dénigrantes, ça peut être le non-respect de la douleur, et ça va parfois jusqu'aux violences physiques. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à en parler, qu'on commence véritablement à prendre conscience qu'il faut le faire, du droit à la santé des femmes, une priorité absolue. Et ce droit, il passe par plusieurs choses. Il passe évidemment par ce combat contre les violences gynécologiques. Il passe aussi par une meilleure prise en charge d'une maladie particulière qui est l'endométriose, et aussi par la lutte contre les entraves à l'exercice du droit à l'IVG. Alors il y a 8 ans, justement, en 2014 déjà, de nombreuses femmes avaient pris la parole sur les réseaux sociaux pour dénoncer ces violences gynécologiques dont elles s'estimaient victimes avec le hashtag Paye ton utérus. Alors ma question justement, c'est un petit peu dans le même sens que pour celle sur l'éducation sexuelle des jeunes. Est-ce qu'il faut former les jeunes filles à différencier les bonnes pratiques médicales de celles punies par la loi, et globalement former les jeunes filles tout simplement à mieux prendre conscience des abus qu'elles pourraient subir, qu'elles peuvent subir ? Karen ? Alors, bien évidemment, il faut distinguer les actes à caractère sexuel et les examens médicaux. Et c'est des choses qui passent par l'éducation sexuelle, c'est-à-dire que les jeunes femmes doivent savoir ce qu'un médecin peut ou ne peut pas faire. Et en 2014, il n'y avait pas encore tant de dépôts de plainte sur les violences obstétricales, mais on en parlait déjà sur les réseaux sociaux. Il y a une parole qui s'est libérée à partir de ça. Et donc, pour toute infraction dont les femmes pourraient s'estimer victimes, il y a de la prévention à faire. Il y a de la sensibilisation à faire sur le droit au corps, sur le consentement qu'elles doivent donner. Et d'ailleurs, depuis pas longtemps, une charte a été adoptée dans de nombreux hôpitaux de Paris où un consentement est censé être donné par la patiente oralement, simplement avant de procéder à un examen, qu'il soit vaginal ou autre. Alors peut-être une dernière question globalement pour vous. Est-ce qu'aujourd'hui, les responsables politiques vont dans le bon sens pour les droits des femmes dans notre pays ? Aujourd'hui, les droits des femmes progressent ici en France. On est quand même à l'heure où les plafonds de verre se brisent. Quand on regarde Matignon, quand on regarde l'Assemblée nationale, il y a des postes qui n'avaient jamais été occupés par des femmes et qui le sont aujourd'hui. Alors les droits des femmes avancent, mais aujourd'hui, ma génération se concentrait sur MeToo, sur la lutte contre les violences sexuelles, sur l'égalité salariale. On avait presque oublié en fait les vieux combats, les combats de la génération de Simone Veil et de Gisèle Halimi. Eh bien ces combats, ils nous ont rattrapés, à nous de faire preuve de la plus grande vigilance. Et oui, c'est-à-dire il y a 47 ans. Peut-être un dernier mot, si on peut vous aider en tout cas, comment faire ? Si voilà, on n'est pas avocat mais on est quelqu'un de la société civile, on veut aider ces femmes, comment s'y prendre ? Alors, ce qu'on disait, c'est qu'il y a plusieurs moyens de s'investir là-dedans. Là, on parle d'un point de vue juridique, d'un point de vue législatif, mais il y a aussi de nombreuses femmes qui sont culpabilisées par tous les discours pro-vie qu'on entend aussi depuis des semaines et qu'on entend aux États-Unis. Et l'avortement, bien sûr, ne se fait pas de gaieté de cœur. C'est une véritable souffrance tant physique que psychique. Et il y a de nombreuses associations, le planning familial aussi, qui s'engagent pour aider ces femmes et qu'elles ne restent pas
dans l'isolement, loin de leurs proches, et qu'elles puissent donc en parler. Eh bien, merci beaucoup, Karen Noblinski, Rachel Flore Pardo, avocate, toutes deux au barreau de Paris. Merci d'avoir été avec nous. J'ajoute qu'on vous retrouve le mardi matin à 7h10 sur Radio J. Merci.